La ministre de la Santé a visité les entrepôts de la pharmacie populaire du Mali. Le constat est que notre pays dispose de stocks suffisants pour approvisionner tout le pays. La valeur du stock s'élève à 5 milliards de francs CFA. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a organisé une matinée récréative pour les orphelins de nos militaires tombés pour la patrie. Prestations d'artistes, contes et messages des membres du Récotrad ont meublé cette journée. Opération Kélétigui dans la zone de défense numéro 8 qui concerne les régions de Sikasso et Koutiala. Dans ces zones, l'opération se déroule normalement selon nos envoyés spéciaux. Et nous vous amènerons dans le Rasso à la découverte de la chanson Roussa, une chanson très populaire du terroir Kassonké. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition de ORTM1. Le Premier ministre a reçu en audience le groupe d'experts arabes. Avec ces derniers, il a été question de la situation du pays. Le chef de gouvernement a également reçu les représentants de l'association des ressortissants de Gabero. Les détails avec Youssouf Diakité. La première délégation reçue par le Premier ministre, c'est le groupe d'experts venus d'Arabie Saoudite, de Koweït et de Bahreïn. Ils sont venus s'imprégner de la situation que traverse le Mali. La délégation est conduite par le ministre des Affaires religieuses et du culte. L'objet de cette visite de nos hôtes des pays arabes est de venir s'enquérir des problèmes maliens, voir comment est-ce qu'ils peuvent nous venir en aide. Je crois que la visite a été fructueuse. L'ONG Al-Farouk qui a été à la base de leur arrivée ici, ils nous ont répondu favorablement. Ensuite, le chef du gouvernement a reçu l'association des ressortissants de Sidibé et Gabero. Nous sommes venus voir le chef de gouvernement. Ce qui est en train de se faire au Mali aujourd'hui nous rend tous très fiers par rapport à toutes les grandes actions qui ont été vraiment entreprises pour montrer vraiment le soutien des populations de notre zone, c'est-à-dire les populations du Gourma oriental, Sidibé, Bazi, Gabero, qui couvrent à peu près l'espace du Gourma oriental. C'est-à-dire que nous avons aussi beaucoup de préoccupations et nous fondons beaucoup d'espoir sur les mesures qui sont en cours, qui consistent à ramener la sécurité dans notre zone et aussi à prêter une oreille attentive aux difficultés que nos populations sont en train de vivre. Tous sont partis visiblement satisfaits des réponses données par le Premier ministre. Parlons également de cette rencontre entre le Premier ministre Choguel Kokala Maïga et les membres de l'Alliance pour la refondation du Mali. Ils ont fait le tour de toutes les questions intéressant la vie de la nation et nous restons avec Youssouf Diakité. Le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, la rencontre de l'AIR, l'Alliance pour la refondation du Mali, une rencontre qui a pris l'allure d'une présentation de bilan. Comme vous le savez, notre groupement porte la dénomination Alliance pour la refondation du Mali. Nous nous sommes réunis autour de cette vision et vous avez permis que ce rêve soit une réalité. Merci de nous avoir aidés à réaliser ce rêve. Au-delà des remerciements, le Mali est en train de se relever enfin. Deux faits permettent d'illustrer cette affirmation. Le premier, c'est Fama Arbak, comme le disent les Anglais. Fama Oublila, diront certainement les Bambara. Oui, Monsieur le Premier ministre, les femmes sont de retour. Les femmes engagent des succès éclatants dans leur lutte contre les djihadistes. Le deuxième haut fait, Monsieur le Premier ministre, qui a rendu notre peuple son honneur et sa dignité, est consécutif à votre discours historique prononcé le 25 septembre 2021 à la tribune des Nations Unies à New York. Avec les interlocuteurs du jour, aucun sujet n'a été occulté, notamment l'accalmie au niveau du Front social. On a pu sortir le Front social du débat. Ce n'était pas gagné d'avance. Essentiellement que j'avais pris l'engagement qu'à la place des 6 mois que l'ancien Premier ministre a fait pour se présenter devant le CNT, nous le ferons en 6 semaines. Ce qui a été fait.
Le Premier ministre s'est dit personnellement satisfait des résultats visibles obtenus par les forces de défense et de sécurité sur le terrain. Dans quelques mois, la sécurité va être à un niveau tel qu'on peut envisager raisonnablement le retour de l'administration et des services sociaux de base et des réfugiés et des déplacés internes. Ce travail, le président s'y prépare depuis des mois. Le chef du gouvernement n'a pas hésité de répondre à ceux qui attendent le gouvernement au tournant. Ceux qui nous attendent au tournant, ils ne verront pas parce que nous on ne tourne pas, on va tout droit. Depuis bientôt 1 an et quelques, personne ne met un franc dans les caisses du Mali. Pourtant, on a réarmé le pays en moins d'1 an, plus que les 30 dernières années réunies. Et les gens vont voir les résultats dans les semaines à venir. Le chef du gouvernement insiste, pas question de nous retirer notre souveraineté. On voulait nous retirer notre souveraineté par procuration, amener des pays chez nous. Comme on dit, on les prend comme ça, on les amène, on les dépose au Mali. Et de fil en aiguille, on va transformer une partie de notre territoire en une base dont on n'a aucun contrôle. Pour lui, dit-il, l'essentiel c'est de sauver les Maliens. En conclusion, précise-t-il, il faut rester soudé pour sauver l'essentiel, le Mali. Je le disais dans les titres, à ce jour, le Mali dispose de stocks suffisants de médicaments d'une valeur de plus de 5 milliards de francs CFA. Ces stocks peuvent approvisionner tout le pays. Le constat a été fait aujourd'hui par la ministre de la Santé et du Développement social qui s'est rendue dans les entrepôts de la pharmacie populaire du Mali. Une visite suivie par Barakissa Ouattara et Aboubakar Traoré. La ministre de la Santé et du Développement social met fin aux rumeurs sur une possible rupture de stock de médicaments au Mali. Elle s'est rendue dans 3 entrepôts de médicaments de Bamako pour s'assurer de la disponibilité des stocks. Garantie lui a été donnée par le PDG de la pharmacie populaire du Mali qui estime que le pays dispose de stocks suffisants qui pourront couvrir toute l'année. À la date d'aujourd'hui, dans nos entrepôts, nous disposons de plus de 5 milliards de stocks de médicaments, tous médicaments y compris, que ce soit le paludisme, qui est la première cause de mortalité au Mali, et la césarienne, la dialyse, les antituberculeuses, les anticancéreuses. Donc nous disposons suffisamment de stocks et de médicaments au niveau de nos entrepôts. La ministre de la Santé s'est dit rassurée et rassure à son tour la population malienne de la disponibilité de tous les produits, contrairement à ce qui s'est dit. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est rassurant. C'est rassurant dans la mesure où les produits, les médicaments qui sont le plus utilisés sont en quantité suffisante pour couvrir quand même plusieurs mois. Et par exemple, pour le traitement du paludisme, nous avons un stock qui peut couvrir toute l'année. Et nous avons les kits césariennes, je prends des exemples comme ça, les sérums aussi qui sont utilisés pour lesquels il y avait des rumeurs de rupture de stock. Mais vous voyez, nous sommes derrière le stock de sérum ici, donc je les félicite déjà. Des dispositions sont également prises afin que toutes les régions et cercles du Mali soient régulièrement ravitaillées. La ministre a aussi félicité la pharmacie populaire du Mali pour la bonne gestion malgré les moments difficiles. Vous vous rappelez certainement, dans la nuit du 20 janvier dernier, un incendie a dévasté la Somacaf, une industrie de plastique située à Sala sur la route de Koulikoro. Quelques jours après le drame, le ministre de l'Industrie et du Commerce est allé rencontrer ses responsables pour apporter sa compassion aux 200 employés qui sont au chômage. D'énormes pertes estimées à plus d'1 milliard de francs CFA ont été enregistrées. Le ministre a rassuré ses interlocuteurs que l'État mettra tout en œuvre pour redémarrer l'entreprise. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Boubacar Sissoko et Moulay Sidibé. Le 20 janvier dernier, un incendie a ravagé la société Magadji et Fils, Somacaf. Elle est spécialisée dans la production des articles en plastique. Les dégâts causés sont estimés à plus d'1 milliard de francs CFA. Le ministre de l'Industrie et du Commerce s'est rendu sur le site. À l'issue de la visite, le ministre Mahmoud Ould Mohamed a transmis aux responsables de la société, aux ouvriers et employés basculés dans le chômage, la compassion et la solidarité du président de la transition et du Premier ministre. Suite aux informations que nous avons reçues, nous savons que dans des situations, le gouvernement
de la transition. Tout le monde s'est senti très concerné par cet accident malheureux qui est arrivé à cette usine. Parce qu'on sait que non seulement c'est une perte en termes d'emploi, mais aussi en termes sur le plan économique. Je viens ici pour montrer toute la solidarité du gouvernement, ce qui s'est passé, et voir aussi, dans les mesures de possible, comment nous pouvons accompagner l'unité pour qu'elle reprenne les activités, pour que les travailleurs aussi reprennent les activités le plus tôt possible. Aider la société à redémarrer ses activités de production, les promoteurs de l'unité industrielle se sont réjouis de cette marque de solidarité de la part des plus hautes autorités à travers le ministre de l'Industrie et du Commerce. Selon nos informations, la société n'était pas assurée au moment du désastre. Une autre visite, le ministre du Développement rural a visité la ferme agricole Diakité-La. Il s'agit pour le ministre d'encourager ces initiatives et motiver la jeunesse à aller vers l'agriculture. Youssouf Diakité et Moulay Sidibi. Le ministre du Développement rural, en se rendant dans la ferme agricole Diakité-La, voulait toucher du doigt la taille de l'investissement dans cette entreprise agricole située à Djogar. Selon le promoteur, plusieurs facteurs ont motivé l'initiative. La motivation, c'est pour faire des gains. Voilà, donc j'ai vu qu'avec l'agriculture, on peut gagner, il y a beaucoup d'opportunités, on peut gagner beaucoup d'argent là-dedans. Parce que là, quand j'ai créé ça, ça permet de créer beaucoup d'emplois. On a plusieurs variétés qu'on produit ici. Ce qu'on a investi ici, quand on essaie de prendre l'ensemble, ça peut avoisiner le milliard. J'ai eu de l'accompagnement de l'État. Pour assurer la rentabilité, les conseils, l'orientation et l'assistance technique sont tenus par l'unité de coordination du projet du ministère du Développement rural. Cette unité intérimaire, dans le cadre de la consolidation des acquis, a soutenu techniquement ce producteur et en l'accompagnant dans la conception d'un projet de serre qui fait 60 millions et la mise en place aussi d'un projet de production de papaye. Au-delà de l'assistance technique, sur budget national bien sûr, le promoteur a bénéficié d'une subvention. Le ministre du Développement rural s'est dit impressionné par ce qu'il a vu. Je suis très impressionné. C'est une entreprise agricole qui a deux activités principales, l'agriculture et l'élevage. La superficie même de l'exploitation, ça fait 16 hectares. Et dans ces 16 hectares, il y a un champ de papayers où nous sommes présentement. Il y a des agrumes de l'autre côté. Il y a aussi des poulaillers modernes. Nous en importons beaucoup. Et grâce à ces serres, ça pourrait produire un effet d'augmentation de l'offre nationale et de diminution des importations. Un papaye, il a 3000 pieds de papaye et chaque papaye lui rapporte par campagne 25 000 francs. Cela fait la bagatelle de 50 millions, une moyenne de 50 millions de recettes sur la papaye. En ce qui concerne les agrumes, il en a 3900 pieds, lui rapportant 30 000, soit une moyenne de 100 millions de francs CFA. Il reste, dit-il, à multiplier des initiatives du genre pour motiver la jeunesse à aller vers l'agriculture. Les FAMA gagnent de plus en plus de terrain dans le secteur 5 de l'opération Maliko. Le village de Fabakura, dans le cercle de Nyono, est désormais accessible grâce à la réparation des 3 ponts détruits par les terroristes il y a de cela 3 mois. Une importante quantité de vivres et de non-vivres a été acheminée par les FAMA dans la dite localité. Fousseni Samaki. Dans la zone de Moulodo, cercle de Nyono, le village de Fabakoro, assiégé par les groupes terroristes pendant 4 mois, est maintenant libéré et accessible grâce à une action des FAMA accompagnée par les populations locales. 3 ponts d'accès ont été réparés, ce qui a permis aux FAMA d'acheminer 25 tonnes de vivres et de médicaments à ces populations affectées par la crise. Ces vivres sont destinés aux villages de Fabakoro, Bouyagiwere et Nyantala. Les terroristes ont tué des personnes et détruit nos champs. On a plus de condiments et de céréales. Si l'armée est là pour nous sécuriser, nous les remercions beaucoup. Les médecins militaires et civils ont apporté des soins aux personnes malades locales. L'accès au quai était extrêmement difficile car les gars avaient isolé le 10 villages. Les ponts qui menaient à Fabakoro ont tous été détruits. Nous avons été obligés de réhabiliter un pont avec nos moyens de fortune pour pouvoir accéder à Fabakoro.
L'appel que nous pouvons leur lancer, c'est d'être près de nous informer en temps réel sur les mouvements ennemis. Selon le capitaine Ouedraogo, la forêt entre Fabakoro et Fabakura a été pilonnée et déminée par les éléments du génie militaire. L'opération Keletigi aussi se déroule bien dans la zone de défense 8 qui concerne les régions de Sikasso et Kuchala. Les forces armées maliennes sont engagées dans une vaste opération de destruction des groupes terroristes. Envoyés spéciaux Al-Jumatina, Sidiki Balo et Kodjougou Samaki. Préserver l'intégrité du Mali et assurer la sécurité des Maliens sur l'ensemble du territoire national sont autant de défis auxquels font face nos FAMA. L'armée malienne est au cœur de la lutte contre le terrorisme. Les actions des FAMA sont ainsi tournées vers cette guerre asymétrique. Et depuis quelque temps, une importante stratégie de sécurisation du pays en la faveur de l'opération Keletigi est enclenchée. L'opération Keletigi est une opération où les FAMA mènent des actions d'envergure contre les groupes armés terroristes en vue de regagner du terrain et de reprendre l'initiative sur ces groupes armés terroristes. Dans la zone de défense numéro 8, cette opération d'envergure consiste à nettoyer, neutraliser, bref, détruire les sanctuaires des terroristes. Le travail que nous menons sur le terrain consiste à rechercher activement, c'est-à-dire leurs zones de présence, et à rechercher également les bases pour pouvoir les détruire afin de rétablir l'autorité de l'État. Le secteur 8 étant aussi une zone très vaste, il était ainsi nécessaire pour la hiérarchie militaire de déployer différentes unités et du matériel adapté au contexte. Les unités déployées sont des unités organiques du GTA 2. Nous avons avec nous des sous-GTA qui font la manœuvre. Et par rapport au matériel, nous avons, avec les nouvelles acquisitions que les autorités ont bien voulu nous mettre à disposition, ce sont essentiellement avec ces matériels que nous évoluons. Et depuis le début de cette opération, je vois que mes hommes sont vraiment à cheval pour mener à bien cette mission. Et récemment également avec la visite du chef d'état-major général des armées, cela a permis de réarmer encore le moral de la troupe afin de faire à bien cette mission qui nous a été confiée. Moi c'est l'appui terrestre. C'est nous on possède des armes à longue portée, donc on est là pour les soutenir. Des armes qui peuvent tirer jusqu'à 5 mm, sinon 5 km, donc on peut dire que c'est des armes à longue portée. Donc ces armes également sont importantes dans une telle opération. Très très importante parce que vu la position du terrain, donc il y a des endroits qui sont touffus, on ne peut pas avoir accès, c'est pas facile. Donc directement nous on ouvre le feu, on peut faire des reconnaissances par le feu avant que les fantassins ne pénètrent. Donc nous on peut tirer à de très grandes distances et puis on a toujours des effets. L'opération ça se déroule très bien. Depuis 2 mois nous sommes dans la zone de Yorosso, Sigasso, Kuchala, ça se déroule très bien. On a fait le Kouline, on a détruit beaucoup de bases terroristes. Oui, les motos, c'est une unité léger, un groupe qui fait la reconnaissance. Donc ça a son importance. Son importance, oui, pour vraiment faire la reconnaissance. Et on adapte les mêmes choses que les terroristes font. Ils volent sur les motos. Et c'est ça même vraiment l'objectif. Bon, ça veut dire que maintenant les femmes ont compris toutes les stratégies. Carrément, on a compris toutes les stratégies des bandits. Et c'est ce qu'on fait et ils ont compris. Ils sont en bandade dans les collines, ils ont laissé les populations en l'aise, les enfants ils sont à l'école. Et puis vraiment tout va bien. Ici, en zone de défense numéro 8, dans le cadre de l'opération Keletigi, les femmes déterminées à en finir avec l'ennemi poursuivent leur ratissage avec professionnalisme et efficacité. Une matinée récréative vient d'être organisée à l'intention des orphelins des militaires tombés sur le champ d'honneur, une initiative du ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Prestation d'artistes, contes et messages des membres du Récotrad étaient au menu de la journée. Le point avec Batraoré. L'hymne national du Mali. Le temps est ainsi donné pour cette matinée récréative au profit des enfants des forces armées maliennes et ceux ayant perdu leurs parents sous le théâtre des opérations. La cérémonie est initiée par le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. J'ai pris l'initiative d'organiser cette matinée
de causerie avec les enfants orphelins des casernes et les pupilles pour offrir un cadre de distraction et d'épanouissement à ces enfants dont les parents ont payé de leur vie pour la défense de la nation. Ce sacrifice ne doit pas être vain. Les enfants doivent le savoir. La nation est redevable à ses enfants et à leurs familles. Membres du Ricotrad, artistes ou narrateurs se sont succédés au pupitre pendant près de 2 heures pour des prestations à l'endroit de 200 enfants présents dans la salle. Ils donneront des messages captivants qui permettront aux enfants de comprendre un certain nombre de choses, entre autres le rôle de la place des forces armées, le sens d'être guerrier dans la société traditionnelle, les éloges des guerriers qui ont marqué l'histoire du Mali, les éloges des femmes qui ont fait la fierté du Mali. Ce n'a pas été seulement une journée récréative, mais ça a été une journée de l'étude et de souvenirs, car les enfants ont compris d'où ils viennent. Le Mali était quoi? Le Mali était comment avant? Aujourd'hui, le Mali est comment? La ministre Wadidia Founé Koulibaly était accompagnée dans cette initiative par 4 autres femmes membres du gouvernement. Fin des 2 jours d'échange entre les directeurs de publication des médias et le ministère de la Défense et des anciens combattants. Les différents exposés ont édifié les journalistes sur leurs missions respectives. Les débats ont abouti à d'importantes recommandations, dont le renforcement des compétences des hommes de médias, l'accès à temps réel des informations sur les activités des femmes. On en parle avec Fademba Keita. 4 sessions composées chacune des thématiques comme la vision pour les femmes en pleine construction, le traitement de l'information sur des questions de défense et de sécurité, l'historique des relations entre le peuple malien et son armée, l'armée de terre, la vision stratégique du chef d'état-major, quelle vision pour l'armée de l'air de demain, la garde nationale, organisation, mission et perspectives d'avenir ont été largement détaillées par les chefs d'état-major et les autres panélistes sollicités. En termes de contribution aux opérations, j'ai insisté sur le fait que ça se passe sous le couvert du chef général des armées, alors, qui nous missionne avec un contrat opérationnel clair, contrat auquel donc, nous participons en précisant donc, les modalités d'intervention des unités que nous donnons, que ce soit des groupements tactiques interarmes, que ce soit des unités élémentaires donc, que nous envoyons aussi aux opérations. On n'arrivait pas à se retrouver autour de ces questions. Quête permanente d'information, contrôle, maîtrise de l'information, du flux de l'information. Donc, ces 2 journées ont permis d'aplanir ces difficultés. Après des échanges sur la problématique de la communication de défense, quels outils de communication utiliser, les journalistes se disent édifiés et promettent combler les attentes des forces armées maliennes. L'armée attend que nous ne soyons pas au service de l'ennemi. Nous avons constaté que généralement c'est la presse internationale qui est la première de l'information. Donc nous aussi, presse locale, citoyens, nous avons besoin de l'accès à l'information et à temps réel. Il me plaît de constater avec plaisir que vous êtes arrivés aux conclusions et recommandations qui permettront un cadre de collaboration plus efficace, plus serein et plus adapté aux contraintes et exigences d'une communication des armées. La formation continue et le renforcement permanent des capacités des hommes de médias sur les notions de défense et de sécurité, l'accès à l'information, le suivi et évaluation des journées d'échange sont entre autres recommandations formulées par les participants. Et en 3e région, le gouverneur a rencontré les chefs de services régionaux, les autorités traditionnelles, les organisations professionnelles et celles de la société civile. Les débats ont tourné autour des préoccupations de la nation. Moustapha Doumbia et Amadou Dolo. C'est une rencontre de prise de contact et d'échange en vue de partager les orientations et les attentes de l'exécutif régional ainsi que les principales actions en cours dans la région. Les priorités au plan national et régional concernent entre autres la sécurité, l'éducation et la santé. Dans ces différents domaines, le chef de l'exécutif régional a rappelé les efforts déployés et ceux en cours. L'option des plus hautes autorités de notre pays, c'est la sécurité. C'est de sécuriser les personnes et leurs biens. Il faut mettre un accent sur le savoir, sur l'éducation, sur la formation, poursuite des vaccinations de routine, mais aussi les vaccinations contre la pandémie de la Covid.
Le gouverneur Daniel Dambélé a aussi insisté sur les actions en cours dans le cadre du développement et de l'accès à l'eau potable, des actions qui vont se poursuivre avec l'implication de l'ensemble des forces vives représentées à cette rencontre. Appeler les uns et les autres à accroître l'information et la sensibilisation. Surtout, demander à la couche juvénile de ne pas se rendre justice pour asseoir la paix et la tranquillité, l'ordre public dans la cité pour que nous puissions vaquer à nos préoccupations de développement. Nous, société civile, c'est nous qui sommes à la base. Au début, si vous voulez, à la fin même, de tout ce qui s'est fait dans la région de Ségasso. Donc on l'encourage, on va le soutenir, on soutient le gouvernement malien et on soutient également notre armée. À l'entame de la rencontre, le gouverneur a fait observer 1 minute de silence en la mémoire de l'ensemble des disparus civils et militaires. Il a aussi informé des contributions volontaires en espèces effectuées par des personnes et des groupements en faveur des forces de défense et de sécurité. Le gouverneur de la région de Dioula, lui, a rencontré les responsables de plus d'une dizaine de services et structures de la région. Ils ont parlé de la sécurisation de la zone, mais aussi des voies et moyens pour booster son économie. Daniel Fomba. L'opérationnalisation, la sécurisation et le développement économique de la région de Dioula, tels sont les principaux défis. Avec l'aide de tous, c'est dans cette dynamique que le chef de l'exécutif régional et ses collaborateurs se sont rendus dans une dizaine de services techniques et d'autres structures importantes dans l'économie de la région, telles que la filiale CMDT de Fana. La leçon que j'ai pu tirer de cette visite, c'est que la plupart des problèmes sont identiques. Il y a d'abord des problèmes d'infrastructure, parce que beaucoup de services sont dans des locaux en bail. Il y a des problèmes de fonctionnement. La plupart des services ne sont pas dotés des moyens nécessaires pour leur fonctionnement. Il y a un problème de ressources humaines également au niveau des différents services. Souvent, les services se résument à 2 ou 3 personnes, pendant que le cadre organique prévoit un minimum de 10 à 20 personnes. Ensuite, nous avons pu noter quand même à souhait certains services qui marchent avec des résultats meilleurs. Et l'un dans l'autre, nous avons lancé le message pour demander à tous les fonctionnaires présents de redoubler d'ardeur afin d'avoir des résultats sur le terrain avec les moyens modestes que nous avons. La rencontre de prise de contact a pris fin par une visite guidée des locaux du palais de justice et ceux de la filiale CMDT de Fana. Plus de 2,8 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2022 de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou qui a tenu la 21e session de son conseil d'administration. Outre le budget 2022, les membres ont examiné plusieurs points, dont l'amélioration de la qualité des prestations de l'hôpital, la lutte contre le Covid-19. Fousseli Samake. Au cours de cette 21e session de l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou, il ressort des documents présentés que cet hôpital a réalisé plus de 60 000 consultations dans ses différents services en 2021. Nous avons construit un magasin avec des bureaux pour les comptables matières. Nous avons aussi aménagé un bloc opératoire parce qu'on a une insuffisance de blocs opératoires à l'hôpital. Nous avons construit des ateliers, un atelier pour la maintenance des équipements et un atelier d'optique pour les verres à l'hôpital. Le champ visuel qui est un appareil utilisé par les ophtalmologues. Cet appareil va nous permettre que les Ségoviens restent à Ségou pour faire le champ visuel, au lieu que les Ségoviens aillent à Bamako pour se faire soigner. Il y a eu des renforcements des capacités de personnel. Pour 2022, le budget soumis à l'appréciation des administrateurs s'élève à 2 787 182 000 francs CFA. Un budget qui connaît une légère augmentation par rapport à l'exercice précédent. Je voudrais féliciter la direction générale de l'hôpital, Nianankoro Fomba, et tous les personnels pour l'atteinte des résultats et souhaiter une pleine réussite pour l'atteinte des objectifs de cet exercice 2022 pour le bien-être de la population du Mali en général et celle de Ségou en particulier. Je salue l'accompagnement précieux du Fonds des Nations Unies pour la population avec la création du centre One Stop Center. Des recommandations issues de cette session vont permettre à l'hôpital Nianankoro Fomba d'améliorer la qualité de ses prestations
pour le bien-être des populations de la 4e région. Troisième session ordinaire de l'Observatoire national du dividende démographique. Le budget de 2022 de la structure s'élève à 770 millions de francs CFA. Batraoré pour le compte-rendu. L'élaboration de 5 rapports sur les dimensions du suivi du dividende démographique, la formation de 57 acteurs régionaux sous le concept du dividende démographique, l'organisation d'une session de plaidoyer sur l'emploi des jeunes sont les activités phares que l'ONDD, Observatoire national du dividende démographique, a menées en 2021. Eu égard à ces activités, on note une légère augmentation budgétaire par rapport à l'année 2020. En 2021, pour un budget prévisionnel de 707 860 120 francs CFA, le plan d'activité de l'ONDD a été exécuté à hauteur d'environ 70% contre 73% en 2020. Si l'on tient compte des ressources effectivement mobilisées, ce taux atteint près de 87%. Ce bilan, qui est jugé satisfaisant par les administrateurs, doit être consolidé et c'est pourquoi certaines activités sont retenues pour l'année 2022. La plupart des activités que nous allons conduire sont des activités de recherche pour voir un peu comment est-ce que le Mali peut profiter de la structure, mais également de la dynamique de sa population. Nous allons également nous atteler à renforcer les capacités nationales. En 2022, le budget prévisionnel de l'ONDD se chiffre en recettes et en dépenses à la somme de 771 850 000 francs CFA, soit une hausse de 9% par rapport à 2021. L'Observatoire national du dividende démographique a été créé en 2019. Il vise à apporter une réponse opérationnelle au renforcement de la contribution de la variable population à l'accélération du développement économique et social du Mali. Parlons sport à présent et il nous a rejoint sur ce plateau Siragatou Sissé pour parler de l'actualité sportive. Bonsoir Siragatou. Bonsoir Kajeri Sikone. Alors, basketball, qualification à la Coupe du Monde féminine, les Aigles du Mali ne rassurent toujours pas dans le groupe B. Oui, elles ont été battues 84-64 par les Chinoises. Auparavant, jeudi, les Aigles-Dames avaient perdu 66-76 devant les Bleus de l'équipe de France. Dans ce groupe, hier, le Nigeria a pris le dessus 67-65 sur la France. Le dernier match du Mali est prévu ce dimanche à 11h temps universel face au Nigeria. Une victoire s'impose à tout prix pour les vice-championnes d'Afrique. Et en championnat national de Ligue 1, 14e journée, le fauteuil de leader est occupé par un club régional. Ah oui, en l'occurrence, l'AS Bakaria de Barawili. Au compte de la 14e journée, les joueurs de Barawili sont allés battre à Koulikoro le CS Dougolofila 1-0. Avec 26 points, l'AS Bakaria devance au classement l'ASCO et l'AS Police 23 points chacune. Les clubs dits de l'indépendance, le Djoliba AC 4e 21 points, le Stade Malais de Bamako 6e 19 points, les SOB 9e 19 points et l'ASRL 17e 13 points ont du mal à carburer et rassurer leurs supporters. Le meilleur buteur du championnat de Ligue 1 après 14 journées est Moussa Kone de l'Union sportive de Bougouba, un promu avec 7 buts à son actif. Et parlons en Coupe du Monde des clubs de la FIFA. Chelsea est sacré devant Palmeiras du Brésil. Oui, 2-1 après prolongation. Chelsea a ouvert le score par Romelu Lukaku à la 55e minute. Palmeiras a égalisé à la 64e minute par Veiga et Havertz en sauveur donne la victoire aux Blues de Chelsea. C'est le premier trophée des Anglais dans cette compétition. Dans les buts de Chelsea, le Sénégalais Edouard Mendy. En début d'après-midi, Al Ahly d'Égypte s'offre la médaille de bronze en disposant d'Al Hilal d'Arabie Saoudite 4-0. Pour la deuxième année consécutive, Al Ahly monte sur le podium. Dans les rangs d'Al Ahly, notre compatriote Alou Dieng. En 18 éditions, aucun club africain n'a réussi à remporter le trophée. Par 2 fois, le champion d'Afrique échoue en finale, 2010 avec le tout-puissant Mazembe de la RD Congo et 2013 avec le Raja Casablanca
du Maroc. Et c'est tout pour la page sport. C'est qu'il fallait retenir. Et vous serez là demain? Inch'Allah, avec plaisir. À demain, Inch'Allah. Le point Covid du jour, les services de santé ont enregistré 2 cas positifs sur 969 tests réalisés, 56 patients guéris et 0 décès et 2043 patients sont sous traitement. Rendons-nous maintenant dans le Khasso. Là-bas, le Khoussa est une chanson très populaire. À l'origine, cette chanson a été composée par une jeune fille très belle qui a été contrainte par son père de ne pas se marier à cause de sa beauté. Pour surpasser sa solitude, rendre agréable ses journées, la jeune fille chantait en jouant un instrument traditionnel. Pour saluer sa bravoure, beaucoup de griots, artistes khassonké, ont chanté Khoussa et la cantatrice Nyuguru Diabaté l'a enregistré en version mélodique en 1960 à la Radio Mali. Découvrons le Khoussa avec Kansutu Kanouté. La chanson Khoussa, qui tire ses origines dans l'espace culturel Safria, c'est dans le Séro-Diamanou, doit son nom à un instrument de la famille des Calebassiers. C'était une jeune fille d'une beauté rare qui possédait cet instrument appelé Khoussa chez les Rassonké. Contrainte par son père de ne pas se marier, alors pour égayer ses journées, elle jouait le Khoussa en chantant. Voilà, Khoussa, Khoussa. Ni din din do benta Khoussa, kurti kurumba hanna Khoussa. L'instrument est événementiel dans la mesure où cet instrument a permis à la jeune fille que son père lui avait refusé d'être mariée compte tenu de sa beauté. Et on peut même dire diabolique parce qu'on le confondait même à un djinn, djinno lemou, tellement qu'elle était belle. Et donc, on l'avait mis dans un refuge. Donc, l'instrument qui l'accompagnait à tout moment, c'était cet instrument qu'on appelle Khoussa. C'est en 1969 que la version mélodique a été enregistrée par Nyuguru Diabaté à Caille. J'ai été la première griotte à chanter Khoussa en version mélodique. Et c'est ainsi que la chanson Khoussa a eu du succès un peu partout à travers le Mali. La version mélodique de la chanson Khoussa a été chantée par Nyuguru Diabaté. C'est ainsi que la chanson Khoussa s'est répandue partout à Caille. Je nommerai Santutu Kanouté, qui est une voix du Khasso, qui l'a chanté. Il y a Gata qui l'a chanté, il y a Nyuguru qui l'a chanté aussi. On peut dire que c'est la première personne qui a enregistré le morceau. Sinon, c'est le terroir khassonké. La chanson Khoussa fait partie de ces mélodies improvisées au Mali pour rendre hommage à des personnes qui ont posé des actes de courage. Chanter, ce n'est pas seulement réservé aux Nyamakalam. Non. Les nobles chantent. L'exemple le plus parlant, quand Sundiata a marché, sa maman a chanté. Et c'est devenu des chansons de gloire. Donc nous allons prendre son nom. Elle mérite quelque chose. Mais les THV existent, le patrimoine culturel recense tous les trésors humains vivants. La chanson Khoussa doit être chantée par qui et pour qui? La chanson Khoussa ne doit pas être chantée pour n'importe qui. Nyuguru a chanté Khoussa pour la première fois en hommage à mon grand-père qui venait d'obtenir son diplôme d'ingénieur. C'était à l'époque coloniale. Voir un Africain décrocher un diplôme d'ingénieur parmi les colons blancs n'était pas une mince affaire. C'est pourquoi elle a chanté Khoussa pour le glorifier. Khoussa était uniquement chanté pour saluer la bravoure des rois, des reines, des combattants. Dans le Khasso, il y a des chansons qui ne sont pas chantées par n'importe qui et n'importe quand. Il y a des chansons que quand tu n'as pas 40 ans, tu n'as pas le droit de les chanter. Il y a des chansons, quand tu les chantes, tu n'as pas le droit de te tromper. Et quand tu te trompes, il faut faire des sacrifices. C'est comme Douga. On ne doit pas chanter Douga avant l'âge de 40 ans. On ne doit pas chanter Malisadio avant l'âge de 40 ans. Et Douga, on ne doit pas le chanter en plein jour, c'est-à-dire à partir de 13h jusqu'à 14h15. C'est des gens qui le font, ce n'est pas par amour, c'est par méconnaissance.
Et tu verras que 80% de ces gens-là n'ont pas un avenir dans la musique. C'est des chansons généralement qu'on doit peut-être situer dans le patrimoine culturel immatériel. C'est beaucoup plus important que le droit d'auteur. C'est comme tout récemment, on a reconnu le bolon comme patrimoine, mais il y a beaucoup d'instruments qui sont en voie de disparition. Rares sont ceux qui connaissent même le koussa. Ça veut dire que c'est disparu, on ne le voit même plus. La chanson koussa est toujours chantée en milieu rassonké, mais aussi et surtout un peu partout dans les cérémonies de mariage, de fiançailles, de réjouissance. Et oui, le Mali, un pays très riche en culture. Le rapport final des assises